Bien, bonjour chers amis et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne vous aide à comprendre certains problèmes de physique. Eh bien, le thème d'aujourd'hui, ce sera le théorème d'Ampère. Donc voilà un problème que rencontrent beaucoup d'étudiants dans le premier cycle universitaire, c'est le problème de calcul de champ magnétique. Et vous allez voir en suivant cette vidéo-là que ce problème est souvent beaucoup plus simple. Et grâce à ce théorème qui est le théorème d'Ampère. Bien. Donc, avant d'introduire ce théorème d'Ampère, essayons d'étudier un cas très simple. Prenons un fil infini, voilà, parcouru par un courant I, suivant l'axe Z. Et c'est sur une courbe quelconque, c'est une ligne fermée. Or, nous avons vu que le champ magnétique créé par un fil infini, bon, on verra, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo sur la magnétostatique, peuvent regarder un peu les règles de symétrie. Donc, je vais le rappeler au cours de ce cours aussi. Donc, on avait montré que le champ magnétique il est suivant Eθ. Bien. Maintenant, essayons de calculer ce qu'on appelle la circulation de champ magnétique suivant cette courbe-là. Je rappelle que la circulation d'un vecteur, c'est tout simplement le produit scalaire de ce vecteur fois un élément de longueur de la courbe. D'accord? Or, on avait montré que le champ magnétique créé par un fil infini, son module, c'est μ0 I sur 2pi, suivant Eθ. Bien sûr, un élément de longueur en coordonnées cylindriques, c'est d de r suivant ER, r d de θ suivant Eθ et d de z suivant EZ. Sachant que B, lui, il est suivant Eθ. Donc, dans ce produit scalaire, il va rester uniquement ce terme-là. Donc, il va rester B fois d de θ. Parce que Eθ scalaire ER, c'est 0. Eθ scalaire EZ, c'est 0. Donc, il va vous rester μ0 I sur 2pi fois d de θ. Si je calcule la circulation maintenant de B suivant cette courbe fermée, on va obtenir μ0 I sur 2P, l'intégrale d de θ suivant une courbe fermée. Or, l'intégrale d'une courbe fermée de dθ, c'est 2pi, et on va arriver à μ0 I. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une démonstration, mais juste de montrer que la circulation d'un champ magnétique suivant une courbe fermée est égale à quoi? Est égale à μ0 fois I. I, c'est l'ensemble des courants qui circulent à l'intérieur de cette courbe. Et c'est exactement ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème d'Ampère? Vous allez voir, va vous aider énormément au calcul de champ magnétique. Donc, il vous dit tout simplement que la circulation d'un champ magnétique B suivant une courbe fermée, donc voilà, faites attention, voilà la différence avec le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, on utilise le flux de B à travers une surface fermée. Là, c'est la circulation à travers une courbe fermée. Est égale à quoi? Elle est égale, d'après l'exemple précédent, à μ0 multiplié par la somme algébrique, ça veut dire, on doit introduire un sens positif, algébrique des intensités qui parcourent le contour gamma, c'est-à-dire des intensités qui passent à l'intérieur de gamma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un exemple, voilà un contour fermé. On commence toujours par orienter le contour. Bon, j'ai choisi cette orientation. Et si je choisis cette orientation, vous utilisez la règle de tire-bouchon ou la main droite, que nous avons déjà vu, et vous tournez dans ce sens-là. Vous allez remarquer que vous ouvrez la bouteille, et si vous ouvrez, ça veut dire la normale est vers l'extérieur. Donc, tous les courants qui sont dans ce sens de la normale seront comptés positifs. Ceux qui sont dans le sens inverse seront comptés négatifs. Vous vérifiez I1 et suivant la normale, c'est plus I1. I3 dans le sens inverse, donc des moins I3. Remarquez ici I4, il sort dans le contour gamma, mais il revient aussi. Donc on va avoir une fois plus I4, une fois moins I4. Et I2, il ne passe pas à l'intérieur, il ne va pas intervenir. Donc voilà la somme des courants algébriques. Donc ce cas-là où le courant sort et rentre, notez-le bien, on va le retrouver dans le cas du calcul du champ magnétique créé par un tore. Donc voilà ce que nous dit le théorème d'Ampère.
dont la formulation elle est très simple. La circulation de B suivant un contour fermé, c'est μ0 fois la somme algébrique des courants qui passent à l'intérieur de ce contour. Bien sûr, il faut maintenant avoir une méthode d'utilisation de ce théorème. D'accord? Bien. La méthode à suivre, bon, avant de vous expliquer la méthode, on va déterminer sa forme locale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme intégrale de ce théorème. Or, sachant que I, il est donné par le flux de J fois d de S, J c'est la densité du courant, hein, et la circulation de B est égale à μ0 I, je remplace I par le flux de J fois d de S. Or, on sait que d'après le théorème de circulation, que la circulation suivant un contour fermé gamma est égale à quoi? Est égale au rotationnel de B à travers n'importe quelle surface entourée par ce contour gamma. Hein, surface ouverte qui est entourée par gamma. Donc, je remplace le flux de J fois la circulation de B d de S par rotationnel de B d de S dans cette première relation. Et donc, on aura rotationnel de B d de S est égal à μ0 fois J d de S. Par analogie, on obtient donc que rotationnel de B égale à μ0 fois J. C'est ce qu'on appelle la forme locale, c'est-à-dire théorème d'Ampère valable en un point donné. D'ailleurs, on peut calculer dans plusieurs cas aussi le champ magnétique en utilisant directement la forme locale. Donc vous avez le choix entre la forme locale ou la forme intégrale. Bon, dans cette vidéo, je vais m'intéresser surtout à la forme intégrale. Donc voilà quelques conseils très importants et vous allez vous rendre compte dans les applications de l'importance de ces conseils-là. Première chose, comme d'ailleurs dans le calcul direct que j'ai traité dans la vidéo précédente, première chose dans le calcul soit de champ électrique, champ magnétique, c'est la symétrie. Et il faut déterminer quelle est la direction de B. Il est suivant quel axe. Autrement dit, quelles sont les composantes non nulles de B avant de faire aucun calcul. Je vous rappelle que les règles de symétrie de B sont inverses à celles de champ électrique. Ça veut dire que un plan de... Bon, on va y revenir dans les exemples. Bon, deuxième point, c'est les invariances. C'est très important aussi. Il faut savoir quelles sont les variables dont dépend le champ magnétique. Hein, parce que si vous intégrez sur une courbe, il faut savoir quelles sont les grandeurs qui sont constantes. Donc B, il dépend de quoi? Et si vous connaissez la symétrie et il dépend de quoi, ça va vous aider à choisir le contour. Donc comment choisir mon contour? Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est un rectangle? Vous allez voir souvent, même dans tous les cas, soit un cercle, soit un rectangle. Et c'est la symétrie qui va vous dire est-ce que je dois choisir un cercle ou bien un rectangle. Et c'est uniquement dans la dernière étape, il faut passer à l'application. Très important. Il ne faut jamais, tout de suite, on vous demande de calculer le champ et vous passez à l'application sans passer par ces étapes-là. Bien. Prenons un exemple concret. Premier exemple, c'est le champ créé par un fil infini qu'on a déjà traité dans le premier cours. Vous avez vu que les calculs sont un peu compliqués. Vous allez voir ici, c'est le calcul en 3 lignes, à condition de bien appliquer le théorème d'Ampère. Bien, un petit mot sur la symétrie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie? Bon, c'est les mêmes définitions. Un plan de symétrie pour les courants. Si vous prenez deux points symétriques, un point M et un point M', si le courant point M a le même sens et symétrique au courant point M', le plan est un plan de symétrie. Si le courant change de sens, ça sera un plan d'antisymétrie. Bien. Donc maintenant, vous avez un fil infini. On veut calculer par exemple la direction du champ en un point M quelconque de l'espace. D'accord? Bien. Bon, je termine d'abord la symétrie. Donc on a dit donc un plan de symétrie, un plan d'antisymétrie, bien sûr, sur le courant, un plan d'antisymétrie des courants. Hein. Ça, c'est un plan d'antisymétrie si le courant point M est l'antisymétrique du courant en point M'. Ce plan-là, il dit un plan d'antisymétrie. Très bien. Donc, si je prends par exemple ici ce plan-là, ce plan qui est en coordonnées cylindriques, le plan ER, EZ.
Est-ce que c'est un plan de symétrie ou bien un plan d'antisymétrie? Bon, c'est très simple ici. Le fil appartient au plan, donc automatiquement, ça sera un plan de symétrie. Parce que l'image de ce point, par rapport à ce plan, c'est lui-même. Donc, bien sûr, le courant au point M, il est le même courant au point M'. Donc, ça, c'est un plan de symétrie. Et qu'est-ce qu'il vous dit, la règle de symétrie? Que le champ il est perpendiculaire au plan de symétrie. Donc c'est inverse aux règles de symétrie pour le champ électrique. Un champ électrique est contenu dans un plan de symétrie. Un champ magnétique est perpendiculaire au plan de symétrie. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie dans cet exemple-là? Bien sûr, le plan qui est perpendiculaire au fil. Hein? C'est-à-dire le plan ER, Eθ. C'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que vous prenez ce point M, voilà son symétrique, c'est le point M'. Or, normalement, le symétrique de ce vecteur, c'est quoi? Par rapport à ce plan, c'est ce vecteur-là. Voilà. Donc, ce vecteur, voilà son symétrique par rapport à ce plan. Or, le courant au son point M', vous voyez bien qu'il circule dans le sens inverse. Donc, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Et qu'est-ce qu'il vous dit la règle de symétrie pour le champ magnétique B? Le champ magnétique appartient à un plan d'antisymétrie. Autrement dit, pour déterminer la direction d'un champ magnétique par rapport en utilisant la règle de symétrie, soit vous trouvez deux plans d'antisymétrie, soit vous cherchez est-ce qu'il y a un seul plan de symétrie, ça suffit. Bien. Maintenant, dans notre cas, en utilisant la symétrie, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que tout plan contenant l'axe EZ, et ces plans-là, ce sont les plans ER, EZ, sont des plans de symétrie. Voilà, cette règle suffit pour déterminer la direction de B. Le plan M, ER, EZ est un plan de symétrie, donc le champ est perpendiculaire à ce plan. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à ER, EZ? C'est bien sûr le vecteur Eθ. Vous voyez, la puissance de la symétrie vous permet de dire que le champ créé par un fil infini, il est suivant Eθ, ça veut dire les lignes de champ sont des cercles sans faire aucun calcul, juste en appliquant les règles de symétrie. D'accord? Que je rappelle ici, donc B est perpendiculaire à ces plans. D'accord? Donc il est suivant Eθ. Bien sûr, il ne vous dit pas, il dépend de quoi? La symétrie, je répète, la symétrie vous dit B est suivant quoi? D'accord? C'est les invariances qui vont nous dire elles dépendent de quoi? Notez bien, faites très attention quand on parle de symétrie. Les plans de symétrie dont j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est les plans de symétrie des courants. Ah, ça, c'est un plan de symétrie des courants. Le plan ER, Eθ, c'est un plan d'antisymétrie des courants. Mais il faut savoir qu'un plan de symétrie des courants, c'est un plan d'antisymétrie du champ magnétique B. Vous le remarquez ici. Ce plan-là, le plan ER, Eθ, c'est un plan de symétrie du courant. Et vous voyez bien sûr, puisque le champ est suivant Eθ, ici il va être dans ce sens, et ici il va être dans le sens inverse. Donc, les champs B sont antisymétriques. Hein? Notez bien cette remarque-là. Un plan de symétrie du courant est un plan d'antisymétrie de B. Et inversement, un plan d'antisymétrie de B est un plan d'antisymétrie du courant est un plan de symétrie de B. Hein? Bien. Donc ceci dit, donc d'après la symétrie, on a déjà déterminé la direction de B. Maintenant, on va utiliser les invariances. Ils sont aussi très importants dans l'application de théorème d'Ampère. Vous allez voir pourquoi. Donc B dépend a priori de R, θ, Z. Mais, puisque le fil est infini, si je prends ce point-là, bien sûr, c'est-à-dire j'ai fait quoi? Je fais varier la variable Z. Or, la personne qui est là ou là, il va observer toujours le même champ, puisque puisque le fil est infini. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a invariance par translation suivant l'axe Z. Je me déplace suivant l'axe Z, puisque le système physique ne change pas, donc toutes les grandeurs physiques ne doivent pas dépendre de cette variable. D'accord? Imaginez ici par exemple, maintenant, si je tourne autour de l'axe Z, hein, je tourne autour de l'axe Z, je change la variable θ. Donc je suis en sous-point, d'accord? Je change la variable θ, je suis là.
la même chose. La personne qui est là ou là, en ces deux points-là, il va observer le même fil. Donc le champ ne dépendra, donc il va pas dépendre de Z, il va pas dépendre de θ. On dit qu'il y a invariance par translation suivant l'axe Z et par rotation autour de l'axe Z. Donc B ne dépend que de R. Donc voilà, sans faire aucun calcul, juste la symétrie et les invariances, on sait que le champ qu'on doit trouver va être suivant Eθ, ne dépendra que de R. Et bien sûr, c'est à la troisième étape qu'on doit choisir le contour. C'est une courbe fermée. Là aussi, c'est très simple. Si la symétrie nous dit que B est suivant Eθ, il ne faut même pas réfléchir une seule seconde. Le contour, ça sera un cercle. Un cercle de rayon petit r. Voilà. On va choisir notre cercle. Et là, vous pouvez l'orienter. On choisit un cercle de rayon petit r. De rayon petit r. Ensuite, deuxième étape, il faut l'orienter. Il faut l'orienter. Et là, l'orientation, il est arbitraire. Vous pouvez choisir l'orientation dans ce sens, comme vous pouvez choisir l'orientation dans le sens inverse. Bien sûr, on n'utilise qu'une seule. Mais je vous conseille toujours, le plus simple, c'est essayer de l'orienter de façon que la normale, par exemple, si je l'oriente dans ce sens-là, la normale, ça sera vers le haut. Et donc, ce courant sera compté positivement. Bon, voilà, il est déjà fait la normale ici. Et on va faire les deux cas pour voir que le résultat ne dépend pas de cette orientation, bien sûr. Donc ici, la circulation de B suivant D de L, bien sûr, il faut savoir que suivant un cercle, D de L, c'est D de L suivant Eθ. B par la symétrie, il est suivant Eθ. Eθ scalaire Eθ égale 1. Et donc, vous avez l'intégrale B de θ fois D de L. Donc, c'est dans cette étape-là où l'invariance joue un rôle très important. Le champ ne dépend que de R. On intègre sur quoi? Sur un cercle. Or, sur un cercle, comment il est R? Il est constant. Donc, ça veut dire B de R, il est constant. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Et il va vous rester l'intégrale D de L sur un cercle. C'est le périmètre d'un cercle de pi R. Bien sûr, combien de courants traverse le contour gamma? Il y a un seul, c'est I. Donc, ça, c'est égal à mu0 I. Et vous avez le champ. Bon, dans l'autre cas, d'accord? Donc, la circulation B fois D de L, donc B est suivant Eθ. Bien sûr, ça, c'est algébrique. Peu importe, nous, on peut... il faut pas se poser la question est-ce qu'il est suivant plus Eθ ou moins Eθ. C'est le calcul qui va me le donner. Je sais qu'il est suivant Eθ, mais il peut être suivant plus Eθ, suivant moins Eθ, peu importe. Mais D de L, lui, il dépend de l'orientation de gamma. Ici, j'ai orienté D de L dans ce sens, donc ça sera plus D de L suivant Eθ. Ici, j'ai changé l'orientation de gamma, donc D de L va changer de sens, parce qu'il est suivant moins Eθ. Et donc, la circulation va me donner moins de pi R fois Eθ. Ici, la sommation du courant, c'est plus I. Bien sûr, ici, la sommation du courant, c'est moins I, parce que l'orientation dans ce sens, la normale est vers le bas, or le courant est vers le haut, donc la sommation du courant est moins I. Maintenant, vous voyez que les moins vont se simplifier, et donc dans les deux cas, vous avez B est égal à mu0 I sur 2pi R. Donc vous voyez un peu à travers cet exemple que le calcul il est très simple. La symétrie, les invariances, le choix du contour, passez au calcul et souvent le calcul se fait en deux lignes et vous avez le champ créé par le fil infini. Bien, voilà notre exemple. Prenons le cas d'un solénoïde infini. Bien sûr, il faut que le solénoïde soit infini pour que le théorème d'Ampère soit applicable. Bon, imaginons d'abord que le solénoïde est fini. Et rappelons un peu quelques règles de symétrie. Donc ce plan-là, le plan, donc on va, cet axe-là c'est l'axe Z. Bien sûr, cet axe-là, perpendiculaire c'est ER et vous avez Eθ. Donc ce plan-là, c'est le plan EZ-ER. Donc le plan EZ-ER est un plan de quoi? Est un plan d'antisymétrie. D'accord? Pour les courants. Pourquoi? Vous prenez deux points symétriques. Vous voyez que le courant est dans ce sens. Normalement, son symétrique, ça sera vers le bas. Or, le courant ici, il monte vers le haut. Donc ça, c'est un plan d'antisymétrie. D'accord? Le plan qui est perpendiculaire au solénoïde, c'est-à-dire le plan EZ, Eθ, ou bien le plan XY, c'est un plan d'antisymétrie aussi. Bon, je ne l'ai pas tracé ici. Par contre, si vous prenez ce plan-là,
le plan qui est perpendiculaire au solénoïde. C'est un plan de quoi? C'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple ce point-là, bon, je prends ce point, sans symétrique par rapport à ce plan. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième spire ici, le courant, désolé, le courant va être dans le même sens. Hein. Prenez cette spire-là, sans symétrique, c'est celle-là, vous voyez que le courant est sans symétrique. Donc ce plan-là, c'est un plan de symétrie. Pardon, ce plan-là est un plan de symétrie. Donc l'image de cette spire, c'est celle-là qui est à côté. Prenons deux à côté. Vous voyez que le courant en ce point et est symétrique en ce point, et c'est valable pour cette spire-là et celle-là, et ainsi de suite. Bien sûr, à condition que le solénoïde soit infini, condition pour que ce plan soit un plan de symétrie. Très bien. Maintenant, supposons un solénoïde, comme l'a dit, infini, pour que ce plan soit un plan de symétrie. Et si ce plan-là est un plan de symétrie, quelle sera la direction de B? B va être perpendiculaire à ce plan. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan? C'est l'axe EZ. Deux vecteurs unitaires EZ. Donc, tout simplement, le champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan. Donc, il va être suivant EZ. Donc, vous êtes sûr que le champ ici, il est suivant l'axe EZ. Hein, suivant cette direction. Voilà les directions de B. Ils sont perpendiculaires à ce plan. C'est très important. Rappelez-vous, pour solénoïde fini, on avait utilisé les plans de symétrie, mais pour un solénoïde fini, on ne peut déterminer la symétrie que sur l'axe Z. Hein, parce que le plan perpendiculaire à ce plan-là ne sera pas un plan d'antisymétrie si il ne passe pas par l'axe Z. Hein, bien. Donc, c'est très simple. Pour un solénoïde infini, vous prenez un plan qui est perpendiculaire à l'axe du solénoïde. C'est un plan de symétrie. Donc, le champ est perpendiculaire à ce plan. Donc, il est suivant l'axe Z. Les invariances. Bon, les invariances pour un solénoïde infini, la même chose. Si je me déplace sur l'axe Z, je vais observer toujours le même solénoïde. Si je tourne autour de solénoïde, ça veut dire que je change θ, j'observe toujours le même solénoïde. Donc, le champ ne dépendra que de R. Donc voilà, la symétrie me dit que B il est suivant l'axe Z et il ne dépendra que de R. Donc là, j'ai pas un B suivant θ. Les lignes de champ ne tournent pas. Et suivant, on dit que les champs, il est axial, il garde une direction bien déterminée. Et dans ce cas, là aussi, vous n'avez pas 30 000 solutions, vous êtes obligé de prendre un rectangle. Le seul problème, comment placer le rectangle? C'est la seule difficulté dans le cas, par exemple, de solénoïde. Et là, on est obligé de passer par au moins deux cas. Si on prend le rectangle à l'extérieur, toujours premier cas, l'orienter. Donc là aussi, vous pouvez l'orienter dans un sens ou bien dans le sens inverse, ça ne change à rien. Faites très attention. A priori, le champ, il dépend de R. Tous les points de cet axe AB sont à la même distance R de l'axe Z. Donc, sur AB, je vais avoir un même champ magnétique. Je vais appeler B1. Sur l'axe CD, j'aurai aussi le même champ. Le champ va avoir la même valeur sur tout le segment CD. Pourquoi? Parce que le champ, a priori, ne dépend que de R. Donc, si j'applique, et bien sûr, la circulation suivant AD et suivant BC va être nulle. Parce que B, on a dit, est suivant l'axe Z. Hein, B, il est suivant l'axe Z. Je ne vais pas représenter le sens. Plus ou moins, peu importe. Et vous voyez que B est perpendiculaire à D de L. Donc, suivant AD et BC, la circulation va être nulle. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Ici, D de L, il est suivant Z. Donc, c'est B1. J'appelle le champ B1 suivant AB. C'est B1 fois D de Z. Plus moins B2 fois D de Z. Parce que ici, D de L est suivant moins Z. Donc, je vais avoir B1 moins B2 fois l'intégrale D de Z qui est la longueur AB. Combien de courants traversent ce rectangle? Et bien sûr, la somme du courant est égale à 0 parce que le courant, il tourne autour du solénoïde. Donc, il y a encore un courant qui va traverser ce rectangle. Et donc, ce contour, vous voyez bien qu'il nous donne facilement que le champ à l'extérieur du solénoïde est uniforme. Parce que là, j'ai pris deux points quelconques. Le champ sur point est égal au champ sur point et par conséquent, il est partout constant. Or, le champ à l'infini, B, très très loin du solénoïde, est égal à 0. Hein, est égal à quoi? Est égal à 0. Parce que le champ
on est très loin des courants électriques. Comme le champ il est constant, donc partout va être nul. Donc vous voyez que ce contour me permet de dire tout simplement que le champ à l'extérieur de solénoïde est égal à 0. D'ailleurs, souvent dans les problèmes, on vous dit, on suppose que le champ à l'extérieur est nul. Comme ça, vous allez passer directement au contour suivant. Donc, si je prends un contour à l'intérieur, si vous avez compris, donc c'est exactement la même démonstration. Ici, je vais avoir un champ B1, ici un champ B2. Pas de contour, pas de courant qui traverse ce contour, donc le champ à l'intérieur aussi est uniforme. Donc celui-là ou bien celui-là ne me permettent pas de déterminer B, mais de me dire juste que le champ est uniforme à l'intérieur et à l'extérieur. Très bien. Donc voilà, pour le deuxième, c'est la même chose. Ce contour gamma 1, là aussi je vais avoir B1 moins B2 égale à 0, donc B1 égale à B2. Et voilà le bon contour qui va me permettre de déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde. Donc là, le point, ça veut dire le courant il sort, croix, le courant il rentre, ça veut dire le bobinage se fait dans ce sens-là. On oriente le contour, là aussi vous pouvez l'orienter dans ce sens comme dans le sens inverse, mais je l'oriente dans ce sens pour que ces courants-là soient comptés positivement. Et on va calculer la circulation de B suivant ce contour. Donc suivant un rectangle, toujours il faut dire la circulation suivant AB plus BC plus CD et plus DA. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le champ à l'extérieur est égal à 0. Donc le champ, la circulation suivant cette partie-là, elle est nulle. Ensuite, B est suivant l'axe Z. Donc vous voyez que B, voilà, est suivant l'axe Z. Donc la circulation suivant cette partie-là, elle est nulle, parce que D de L est perpendiculaire à B. La même chose ici. Vous voyez, voilà l'élément de longueur D de L, voilà B sont perpendiculaires. Donc la circulation, il va rester juste la circulation suivant AB. Comme le champ il est constant, parce que tous les points AB sont à la même distance R, donc la circulation va vous donner directement B fois H. H, c'est la longueur de AB. D'accord? Donc je répète ici, B, c'est algébrique. B suivant OZ. Là, j'ai pris D de L suivant OZ. Donc je vais avoir B fois H. Qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Combien de courants traversent ce contour? Il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Comment les calculer? Donc là, on va introduire une nouvelle donnée, petit n, qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Si je prends une longueur égale à 1, le nombre total de spires, c'est petit n. Et puis, on va noter grand N, le nombre de spires total de ce solénoïde. Et donc, si j'ai une longueur h, je vais déterminer combien de spires sur une longueur d de z d'abord. Sur une longueur d de z, puisque n, le nombre de spires par unité de longueur, sur d de z, vous avez n fois d de z spires, chacune est parcourue par un courant I, donc ça sera n d de z fois I. Si j'intègre sur la longueur h, vous allez voir nh spires, d'accord? Donc faites règle de 3 tout simplement. Petit n, le nombre de spires par une longueur 1, sur h, vous allez voir grand N, donc la longueur h, le nombre de spires contenu dans la longueur h, ça sera petit n fois h. Chacune est parcourue par un courant I, donc le nombre de courants, c'est nh fois I. Donc vous voyez que le calcul, il est extrêmement simple. La circulation vous donne B fois h. La somme du courant nh fois I. Vous faites théorème d'Ampère, circulation est égale à mu 0 h, donc B est égal à mu 0 ni. Vous voyez bien qu'on retrouve un champ uniforme. Je répète, pour un solénoïde, c'est extrêmement simple. Symétrie, vous dites le plan perpendiculaire à Z est un plan de symétrie, donc B est suivant l'axe Z. Les invariances, B ne dépend que de R. On choisit deux contours, un à l'extérieur, une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Celui-là me permet de montrer que le champ il est nul. Et celui-là, en utilisant le théorème d'Ampère, la circulation elle reste uniquement suivant AB. J'introduis une grandeur qui est le nombre de spires par unité de longueur qui me permet de déterminer combien de spires sur une longueur H. Chacune est parcourue par un courant I. Et donc, on a le champ créé par le solénoïde. Bien sûr, donc vous pouvez vérifier par exemple ce plan-là, le plan, on a dit le plan perpendiculaire au solénoïde est un plan de symétrie. Donc vous voyez bien que si je prends deux points, ça va être donc un plan d'antisymétrie des champs.
Et si c'est le cas, parce que ici le champ il est dans ce sens-là. Normalement, sens symétrique, c'est de l'autre côté. Or, le champ, réellement, il circule dans ce sens-là. D'accord? Donc, on n'a pas cette géométrie-là. Donc, vous voyez bien que ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie pour les champs. Et c'est un plan de symétrie pour les courants. C'est très important. Bien, là, on a traité des courants fil infini, solénoïdes, ce sont toujours des courants filiformes. On va traiter maintenant des densités de courant. D'autres exemples pour des densités de courant. Bon, avant des densités de courant, on va traiter aussi un exemple classique qu'on appelle bobine torique. C'est un cylindre, mais enfermé. Roue de bicyclette. Sur la roue, vous enroulez un certain nombre de spires. Et on vous demande de déterminer le champ magnétique dans 3 régions de l'espace, ici à l'intérieur, à l'intérieur du tore et puis à l'extérieur. Bon, toujours la symétrie. Quelle règle de symétrie on va utiliser? Là aussi, il suffit de remarquer que tout plan perpendiculaire au tore et qui contient l'axe du tore est un plan de symétrie. Celui-là, c'est un plan de symétrie. Il partage le tore en 2 parties symétriques. Celui-là, c'est un plan de symétrie. Et ces plans-là, ce sont les plans ER, EZ. Donc, B va être suivant Eθ. Vous voyez que la puissance de la symétrie. Donc, les lignes de champ vont être des cercles autour de l'axe Z. Bon, les invariances pour un tore, on a uniquement l'invariance par rotation. Hein, on n'a pas d'invariance par translation. D'accord? Donc, le champ a priori dépendra de R et de Z et les suivants Eθ. Bon, si B suivant Eθ, le contour, bien sûr, c'est un cercle. C'est même pas à réfléchir au moins une seconde. Et puis, vous avez 3 cas. Prendre le cercle qui passe par ce point. Ensuite, le cercle qui passe un point à l'intérieur. Et ensuite, un cercle qui passe par un point à l'extérieur. On a 3 cas à traiter. Voilà le premier contour, voilà le deuxième, voilà le troisième. Bon, la circulation, vous le calculez une seule fois, parce que c'est la circulation suivant un cercle, il ne va pas changer. Donc, on va noter grand N le nombre de spires total, et bien sûr la circulation de B suivant Eθ suivant un cercle, c'est toujours B fois 2πr, bien sûr, à condition d'orienter B, D de L suivant Eθ. D'accord, c'est B soit fois 2πr. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui va rester à déterminer combien de courants traverse chaque contour. Donc, si on est dans ce cas-là, ça veut dire le rayon est entre 0 et petit d. Mettons, petit d, c'est cette distance-là. Entre 0 et petit d. Voilà le contour gamma. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune spire, aucun courant qui traverse ce contour gamma. Donc, la somme du courant égale à 0. Donc, ce terme égale à 0. Ça veut dire B égale à 0. Maintenant, si je prends le contour à l'intérieur du tore, je l'oriente dans ce sens-là. Là, c'est des courants qui sont rentrants. La normale, elle est rentrante. Donc, les courants seront comptés positivement. Combien de courants passent à l'intérieur de ce contour gamma? Bien sûr, il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc, il y a les N courants, N spires. Donc, je vais avoir NI. La sommation du courant, c'est NI. Et la circulation, bien sûr, c'est 2πr. Donc, B, vous allez avoir du pi mesurant NI sur 2πr. Hein, d'accord? En fait, c'est petit n sur 2πr, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, on retrouve la même formule que pour le solide infini mesuré petit n fois i. Donc, ça, n sur 2πr, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, c'est le même résultat que pour le solide infini. Et bien sûr, le troisième cas, il faut faire très attention si le contour est à l'extérieur du tore. Bon, la circulation toujours ne change pas. Maintenant, combien de courants traversent ce tore-là, ce cercle-là, ce contour-là? Et bien sûr, il y a NI moins NI. Hein, d'accord? On est exactement dans ce cas-là. Vous voyez? Si je prends ce contour au milieu du tore, bien sûr, il faut prendre qui passe au milieu du tore. Vous voyez, vous faites une spire circulaire. Le contour, lui, lorsqu'il est à l'extérieur, donc lorsque le contour est à l'extérieur, vous allez voir un courant qui sort, et puis le même courant va rentrer. Vous voyez un courant qui sort à travers ce contour gamma, là c'est une courbe transversale, il sort de gamma, et puis le même courant-là, il rentre de gamma. Donc la sommation du courant, c'est NI moins NI égale à 0. Donc le champ, il est égal à 0. On va passer maintenant à des exemples où vous avez des densités de courant. Et on suppose toujours, pour simplifier, que les densités de courant sont uniformes. Et là, on est dans le cas où vous avez une densité volumique. Vous avez un fil
de rayon R. Le courant total c'est I, mais il est distribué sur tout le volume du fil. Bien. Bon, pour la symétrie et les invariances, on suppose bien sûr ce fil infini. Vous avez, c'est le même cas que pour un fil infini. Donc, c'est la même symétrie, même invariance. Je vous laisse le soin de réfléchir. Donc, B et les suivants R ne dépendent que de R et les suivants θ. Bien sûr, tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Ces plans-là, ce sont les plans ER, EZ. Donc, le champ et les suivants Eθ, fil infini, invariance par translation suivant Z, par rotation. Donc, le champ ne dépendra que de R. Donc, le choix du contour, il est très simple. Ce sera un cercle. Et là, vous avez deux cas. Si le cercle est on est à l'intérieur du fil et on est à l'extérieur. On a deux cas. Bon, à l'extérieur du fil, c'est exactement le même cas qu'un fil infini. Puisque la circulation vous dit 2πr fois B, combien de courant traverse le contour gamma? C'est le courant total. Et puisque le courant total, d'après l'énoncé, on nous a dit que c'est I, donc vous avez directement B égale à μ0 I sur 2πr. Le problème se pose lorsqu'on est à l'intérieur du fil. Et là, il faut faire intervenir la densité de courant J. Et J, par définition, la somme du courant, c'est le flux de J à travers la surface totale du cylindre. Donc, vous avez une relation entre I et J. C'est J est égal à I sur pi grand R carré. Sauf que si on veut calculer le champ à l'intérieur du tore, par exemple, je prends mon contour gamma ici, je n'ai besoin de calculer que le courant intérieur à gamma. Donc, ce courant-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je dois m'arranger pour calculer le champ, les courants intérieurs à gamma. Donc, c'est plus le courant I, mais c'est juste une partie de I qui passe à l'intérieur de ce contour. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite. Donc, voilà une coupe transversale du fil. Voilà le rayon du fil. Voilà mon contour gamma. Donc, je l'oriente dans ce sens-là pour que le courant soit compté positivement. Bon, la circulation suivant son contour, bien sûr, c'est toujours B fois 2πr. Maintenant, je dois calculer la partie de I qui traverse le disque en jaune. Et là, c'est là où le rôle de la densité du courant. Je calcule le flux de J à travers cette surface jaune. Comme G est uniforme, ce sera J fois pi petit r au carré. Attention, c'est le rayon du contour gamma. Or, je connais l'expression de J en fonction de I. On l'a calculé tout à l'heure. C'est I sur pi grand R carré. Donc, la circulation de B, c'est B fois 2πr, μ0 fois la somme du courant intérieur gamma, c'est J fois pi r carré. Donc, je remplace et G, μ0 fois I fois R sur 2πr carré. J'ai remplacé J par I sur pi r carré. Donc, J, c'est I sur pi r carré. Vous simplifiez par pi, vous simplifiez par R, par R, voilà, et je remplace J par I sur 2πr. Donc, d'accord, J 2πr carré, d'accord, et vous avez le résultat. Très bien. Bon, si je fais une représentation graphique, à l'intérieur du cercle, entre 0 et grand R ici, grand R, je garde la même notation, grand R, c'est μ0 I sur, donc, on avait trouvé quoi? Donc, μ0 I sur 2πr, μ0 I sur 2πr, donc voilà. Donc là, ça ne correspond pas à cet exemple. Hein. Ah pardon, oui, voilà. À l'intérieur, c'est alpha R, c'est exactement ça. Donc B à l'intérieur, c'est A fois R, donc c'est une droite qui passe par l'origine avec la constante A, c'est ça. Et à l'extérieur, il varie en A sur R, bien sûr, et tend vers 0 si R tend vers l'infini. Bien. Voilà un petit exercice, je vous laisse réfléchir. C'est exactement le même principe qu'ici. C'est un exercice très classique, c'est ce qu'on appelle un câble coaxial. Donc, vous avez un courant I0 qui circule dans le fil infini, dans le cylindre intérieur. Donc, c'est exactement le même exemple que ça. Mais il est entouré par un autre câble. Ici, vous avez du vide, il n'y a rien. Et ici, vous avez le même courant, mais qui circule dans le sens inverse. Donc, le courant circule à l'intérieur, il circule dans ce sens-là. Et sur la partie externe du fil, il circule dans ce sens-là. Donc, vous avez plusieurs cas. Petit r inférieur à A, on l'a déjà traité. Supérieur à A, c'est le même exemple qu'ici. Troisième cas qu'il faut traiter, si R est compris entre A et B. Et quatrième cas, c'est R supérieur à B.
Je peux vous dire toujours tout de suite la réponse ici. À l'extérieur du câble coaxial, vous allez comprendre pourquoi on utilise les câbles coaxiaux en électronique. La circulation, c'est toujours, ça sera B fois 2 pi R. Combien de courant traverse le cercle ici, lorsqu'il est à l'extérieur? C'est 0, parce que c'est I moins I. Et donc le champ à l'extérieur égale à 0. Donc il va vous rester juste le cas. Faites attention, lorsque vous êtes là, le courant, ça sera I plus cette partie de moins I qu'il faut calculer. Et je vous laisse réfléchir. Donc vous voyez que le champ à l'extérieur égale à 0. Et c'est l'importance de câbles coaxiaux en électronique. Vous voyez qu'il ne crée aucun champ magnétique à l'extérieur, donc ne permet pas de perturber votre circuit électrique. Donc voilà la représentation que vous allez trouver dans ce cas-là. Bien. Voilà un autre exemple. Là, j'ai traité une distribution de courant volumique. Là, on va traiter une distribution de courant surfacique. Et vous allez aussi comprendre la puissance de règles de symétrie. A priori, ça vous paraît un peu compliqué. Vous avez un plan infini, le plan XY, et une densité de courant surfacique sur le plan XY. Voilà, c'est du courant qui sort partout. Donc, tout le plan XY est parcouru par une distribution de courant surfacique qu'on suppose infinie sur le plan XY. Problème, quelle est la valeur du champ magnétique au point M, son module et sa direction? Bon, ça paraît compliqué, mais vous allez voir la puissance de la symétrie. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? S'il n'y a pas de plan de symétrie, il faut chercher deux plans d'antisymétrie. Donc réfléchissez une seconde. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Je vous dis tout de suite qu'il y en a un. Lequel? Eh bien lequel? Vous l'avez trouvé, c'est celui-là. C'est le plan qui est perpendiculaire à cette nappe de courant surfacique. Ça veut dire si la nappe est suivant le plan XY, c'est le plan YZ. Ce plan-là, c'est le plan YZ. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Eh bien, vous voyez bien que ce point-là, sans symétrie, ce point, vous avez un courant qui est suivant plus Y. Là aussi, vous avez un courant qui est suivant plus Y. Donc, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ, il est perpendiculaire à ce plan. Donc, il va être suivant l'axe des X. Vous voyez? En un mot, on détermine la direction du champ. Bien sûr, suivant plus EX ou moins EX, c'est le calcul qui va nous donner. Mais, sa direction, c'est EX. Maintenant, la symétrie. Les invariances, pardon. Bon, puisqu'on a un plan infini sur XY, donc vous avez toute translation suivant X. Si je me déplace suivant X, je vais absorber le même plan. Donc le champ ne dépendra pas de X. Si je me balade suivant l'axe des Y, je vais observer toujours le même plan infini. Donc le champ ne dépendra pas de Y. Par contre, si je me balade suivant l'axe Z, là je suis très loin du plan. Là je suis très proche. Là je suis sur le plan. Là je suis sur l'autre côté du plan. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc a priori, d'après la symétrie, le champ ne dépendra que de Z et il est sur l'axe des X. J'ai pas un champ qui est suivant θ. Donc pour le contour, là aussi, c'est même pas à réfléchir, il faut choisir un rectangle. D'accord? Par contre, voilà une relation qu'il faut savoir. Quelle est la relation entre la densité de courant surfacique et un élément de le courant sur une longueur d de L? Et ça, c'est à retenir. Bon, on aura l'occasion d'utiliser souvent en électromagnétisme. La densité de courant surfacique, c'est d de I sur un élément de longueur qui est perpendiculaire à J. J, il est suivant l'axe des Y. Quel est l'élément de longueur perpendiculaire à J? C'est celui-là. Et cet élément de longueur, c'est quoi? Vous voyez bien que c'est d de X. Et donc, G surfacique, c'est d de I sur d de X. Donc, G surfacique, c'est d de I sur d de S. Après, vous calculez la circulation suivant dF. Ensuite, suivant FA, suivant AF et suivant CD. Déjà, la circulation suivant FA et CD va être nulle, parce que B, elle est sur l'axe des X. Et là, D de L, elle est sur l'axe Z, donc elle est perpendiculaire. Donc, il va vous rester juste la circulation suivant AC et suivant DF. Donc, voilà le contour. Donc, la circulation est égale à μ0 fois l'ensemble, l'intégrale du courant qui traverse le contour gamma. Donc, bien sûr, il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Comme c'est des densités de courant surfacique, j'ai remplacé d de I par G surfacique fois d de X. Donc, je rappelle, G surfacique, c'est d de I sur d de L perpendiculaire à J,
qui est d de x. Et puisque g est constant, donc ça sera mu0 j surface x fois la longueur de x entre là et là, qui est, on va l'appeler grand L ou petit l. D'accord? Donc voilà la somme du courant et les calculs. Bon, pour le théorème d'Ampère, vous avez le choix de travailler en module ou bien en mesure algébrique. Jusque-là, j'ai travaillé en mesure algébrique, mais des fois, vous pouvez travailler en module. On va refaire les deux dans ce cas-là. Puisque B ne dépend que de Z. Donc là, il faut choisir un contour symétrique. C'est très important. Ce contour symétrique, ça veut dire cette partie doit être exactement égale à cette partie. Pour que le champ en ces deux points a le même module sur DF et sur CA. C'est très important. Et c'est ça le rôle des invariances. Les invariances nous disent que B ne dépend que de Z. Donc mon contour gamma, il ne faut pas choisir n'importe comment. Il ne faut pas choisir un contour gamma comme ça. Hein. Ah, vous n'avez pas le droit de dire B en ce point est égal à B en ce point. Il faut que ce soit symétrique par rapport au plan. Puisque le module de champ sur segment DF et sur AF égale à 0, j'utilise déjà le sens de B et les sortants. Donc B ici va être suivant cette direction et dans l'autre cas il va être suivant cette direction. Donc la circulation de B va être B fois L plus 0 plus B fois L plus 0. Donc ça sera 2B fois L. Là, j'utilise directement le module. Ça suppose que je connais déjà le sens de B. D'accord? Et est égal à mu0 J fois S. Donc, je connais le module de B. C'est mu0 J sur 2. Et puisqu'ici, il est suivant moins X. Ici, il est suivant plus X. Donc, je détermine la direction de B. Mais, ça suppose d'utiliser la règle de la main droite pour savoir le sens de B. Donc, le mieux, c'est de travailler en algébrique en général. Là, vous ne posez pas la question suivant plus EX ou moins X, c'est le calcul qui va vous le donner. D'accord? On va démarrer avec. Mais là, j'ai besoin d'utiliser les règles de symétrie. Puisque OX ou Y, c'est un plan de symétrie cette fois-ci des courants, parce que les courants appartiennent à ce plan. Donc, l'image d'un point, c'est lui-même. Donc, OX ou Y est un plan de symétrie du courant, donc c'est un plan d'antisymétrie du champ. Vous voyez bien que le champ ici, il est antisymétrique, mais ça, je peux le déterminer par les règles de symétrie. Donc, la mesure algébrique de B en ce point, au moins Z, il est moins B au point Z. C'est ça dont j'ai besoin pour y travailler en mesure algébrique. Après, vous allez appliquer le théorème d'Ampère. Donc la circulation de B, c'est la circulation suivante DF plus la circulation FA qui est 0, plus la circulation AC plus CD qui est égal à 0. Suivant DF, j'ai la valeur de B, mais en moins Z, fois D de X, D de L, il est suivant EX. Là, plus B au point Z, mais faites attention, D de L, il est suivant moins D de X. Donc ici, vous avez EX égale à EX, c'est 1. Donc B de moins Z, je vais le remplacer par moins B de Z. Ici, le signe moins EX égale à EX fois B de Z. Et donc là, comme B est constant, c'est très important, c'est la symétrie qui me dit, B ne dépend que de Z. Tous les points de CA ou bien DF sont à la même distance Z. Donc ici, B de Z est constant. Et donc, ça me donne moins de L fois B de Z. Je remplace par la sommation du courant, c'est J fois S. Et donc, je voyais que je trouve B de Z est égal à moins. Je remplace B de Z par sa valeur, il est sur X, et je retrouve bien mon signe moins sans faire aucun, c'est-à-dire en suivant uniquement les règles de symétrie. Donc, vous voyez que les calculs me sortent. Par calcul, je trouve que le champ ici doit être suivant moins Z. Et bien sûr, B de moins Z, c'est moins B de Z, il va être suivant plus X. Vous voyez un peu la puissance de ce théorème d'Ampère sur un exemple qui est un peu compliqué. Mais en appliquant correctement la symétrie, en choisissant bien le contour gamma, souvent vous allez vous en sortir. Je reviens maintenant, voilà, ça suffit pour les exemples sur le théorème d'Ampère. Je fais un petit retour sur le potentiel vecteur que j'ai déjà introduit dans le premier chapitre sur la magnétostatique. Et je vais vous donner quelques méthodes de calcul de ce potentiel vecteur. Donc son importance, vous allez vous rendre compte de son importance lorsque vous allez traiter l'induction électromagnétique et aussi les ondes électromagnétiques. Donc on a montré que le champ magnétique B dérive d'un potentiel vecteur
A c'est un vecteur, B c'est un pseudo-vecteur. Donc A possède les mêmes règles de symétrie que le champ électrique, alors que B c'est un pseudo-vecteur, il possède des règles de symétrie inverses à ceux du champ électrique. D'accord? Donc ça, le premier point qu'il faut signaler. Parce que dans la définition de A, vous allez voir, il n'y a pas de produit vectoriel. Bien, on avait dit que le théorème d'Ampère se forme local si rotationnel de B égale à mu sur J. Or, vous avez cette relation qu'on peut démontrer facilement. Si rotationnel de n'importe quel vecteur, c'est grade divergence de ce vecteur moins le Laplacien de ce vecteur. Donc ça, c'est une propriété qu'on vous donne. Donc j'applique ça au potentiel vecteur A. Donc rotationnel de A, c'est grade div de A moins le Laplacien de A. Or, on avait montré que dans le juge de Coulomb, divergence de A est nulle. Donc rotationnel de A, c'est moins le Laplacien de A. Or, rotationnel de A, c'est quoi? C'est B. Donc ça veut dire moins le Laplacien de A, rotationnel de B. Et rotationnel de B, c'est quoi? C'est mu sur J. Donc le Laplacien de A plus mu sur J égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson en magnétostatique. Par analogie avec l'équation de Poisson en électrostatique, qui est Laplacien de V. Je vous ai dit, pour passer en électrostatique en magnétostatique, il suffit de remplacer mu sur ρ par 1 sur epsilon 0. Et J par ρ. Et l'équivalent du potentiel vecteur, c'est le potentiel scalaire. Or, on avait montré que V est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 ρ fois d de taux sur R. Donc, vous pouvez deviner tout de suite quelle est l'expression du potentiel vecteur A. Donc à la place de V, je vais mettre A. À la place de epsilon 0, 1 sur epsilon 0, on va mettre mu 0. Et à la place de ρ d d'auto, vous allez mettre G d d'auto. Et ça vous donne la définition du potentiel vecteur. Vous voyez bien que c'est un vrai vecteur. Il n'y a pas de produit vectoriel dans la définition de A. Donc on peut calculer A, première méthode, par cette formule. Donc vous avez trois façons de calculer le potentiel vecteur. Soit vous connaissez déjà le champ magnétique B et vous utilisez B égale à rotationnel de A sous forme locale. Soit la forme intégrale de cette relation qui est la circulation de A suivant un contour fermé est égale au flux de B à travers la surface qui entoure ce contour. Donc on verra quelques exemples. Faites très attention ici, c'est pas une surface fermée, c'est une surface ouverte, c'est non. On va voir, on a déjà vu que le flux d'AB à travers une surface fermée égale à 0. Donc cette surface, c'est la surface qui entoure ce contour gamma. Ou bien par la définition de A. Mais ça, c'est valable souvent pour les circuits finis. D'accord? Donc on va voir quelques exemples. Prenons le cas d'un fil fini. Hein, et on vous dit, bon ça c'est des données, on vous dit que l'intégrale de Z sur racine carrée Z carré plus R carré est égale à ça. Bon, j'applique la définition. A est égal à mu 0 sur 4pi id de L sur R'. Je prends un élément de longueur id de Z, d de L, et crée un potentiel vecteur d de A. Bien sûr, le plan OX ou Y, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, A va être perpendiculaire. Bon, façon de se rappeler aussi de la direction de A. Vous voyez, A, il a la même direction que J. Donc, si vous avez un courant suivant l'axe Z, bien sûr, le A va être suivant l'axe Z. D'accord? Donc je remplace ici d de L par d de Z, et là vous avez exactement cette intégrale. Vous intégrez entre moi L et L. Bon, c'est un peu de calcul. Voilà ce qu'on retrouve à la fin. Donc le but de ça, c'est de montrer justement que si maintenant je passe un fil infini, c'est-à-dire je tends L vers l'infini, je vais obtenir quelque chose qui diverge. Donc vous voyez que la définition de A est valable uniquement pour les systèmes finis. Pour un système infini, on ne peut pas utiliser la méthode directe. Il faut passer par les deux autres méthodes, c'est-à-dire B égale à rotationnel de A, sous forme locale ou sous forme intégrale. Bien, je vous laisse loin de voir ces calculs, c'est pas compliqué, puisqu'on vous donne déjà comment calculer l'intégrale. Mais l'intérêt de l'exercice, c'est de vous montrer que, en utilisant la définition de A, n'est pas adapté pour les systèmes infinis, pour un fil infini par exemple. D'accord? Pour un fil infini, voilà ce qu'on va faire. On a déjà calculé le champ créé par un fil infini, c'est B0i sur 2πr. Donc je vais utiliser directement la forme locale, B égale à rotationnel de A, sous forme locale ou bien sous forme intégrale. Mais là, rotationnel de A,
si vous partez dans l'expression de formule de rotationnelle, vous allez avoir 3 composantes. Chaque composante contient 2 termes, donc vous avez 6 termes. Hein, c'est très compliqué à intégrer. Donc toujours, la symétrie et les invariances vous simplifient énormément la vie. Donc, comme on a dit, le plan OXY, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, je suis sûr que le potentiel vecteur va être suivant Z. Un fil infini, donc invariance par translation suivant l'axe Z et par rotation autour de l'axe Z. Donc, le champ ne dépendra que de R. Et, bien sûr, dans l'expression de rotationnelle, il va vous rester un seul terme. Hein? Donc, c'est le terme D de A sur D de R suivant θ. Allez-y au rotationnel, vous remplacez partout A indice θ, A indice Z par 0. Vous remplacez D sur D de θ, D sur D de Z par 0. Et vous allez vérifier facilement dans l'expression de rotationnelle, il va vous rester uniquement ce terme-là. Donc, ce terme, c'est égal à B. Donc, vous remplacez moins D de A sur D de R égale à mu0 I sur 2πr. Et vous voyez que le problème devient très simple. D de A, c'est l'intégrale D de R sur R. Et l'intégrale de D de R sur R, c'est le log de R avec un signe moins. Donc, ce sera log de 1 sur R, plus bien sûr une constante qui peut être gradient de n'importe quelle fonction scalaire. Donc, voilà le calcul. Elle est très simple, mais à condition, je le répète, d'utiliser la symétrie et les invariances. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir parce que dans rotationnel de A, vous avez 6 termes. Mais avec la symétrie et les invariances, souvent, il va vous rester un seul terme. Et donc, après, vous calculez, vous intégrez. Vous voyez que le calcul de potentiel vecteur, il est extrêmement simple. Bien sûr, on peut utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire la forme intégrale. Là, c'est un peu compliqué dans certains cas. Bon, dans certains cas, la forme locale, c'est plus simple que la forme intégrale. D'autres, c'est l'inverse. Ici, par exemple, la forme locale, c'est beaucoup plus simple parce que la forme intégrale vous impose à choisir le contour gamma. Bon, puisque A est suivant l'axe Z, on va choisir un gamma, c'est un rectangle MNPQ. Donc, vous calculez la circulation de A suivant, bien sûr, A, n'oubliez pas qu'il dépend de R, ça veut dire le point A, la valeur de A suivant MN, il est le même, mais n'est pas le même suivant PQ. Donc, la circulation de A, ça va être la circulation suivant MN, ça sera A de R, bon, il manque ici, il manque les intégrales, hein, donc double intégrale, intégrale A de R fois D de Z, moins A de R plus D de R, fois, bon, ou bien puisque j'ai noté tout ça D de Z, donc c'est déjà intégré, donc c'est A de R fois cette longueur-là que j'appelle D de Z, moins A de R, bien sûr, puisque A ici suivant l'axe Z, D de L il est suivant moi l'axe Z, donc moins A à la distance R plus D de R fois D de Z est égal au flux de B. On suppose ici D de R très faible, donc on suppose B il est constant, donc B fois cette surface-là, qui est D de R fois D de Z. Et donc là, A de R plus D de R moins A de R sur D de R, c'est tout simplement D de A sur D de R, et on retrouve exactement la même relation qu'on a trouvée tout à l'heure, qu'on intègre, et on trouve le potentiel vecteur. Vous voyez bien l'analogie avec le potentiel scalaire. C'est la même forme, hein. En remplaçant mu0 pour 1 sur epsilon 0. C'est la même expression que le potentiel scalaire créé par un fil infini chargé. Bien. Un autre exemple d'application pour le théorème potentiel vecteur, c'est le cas de solénoïde infini. Vous allez voir dans ce cas-là, la forme intégrale, il est beaucoup plus facile, bon, de la forme locale, qui est aussi pas compliquée. Donc là, la symétrie, comment montrer que B est suivant Eθ? Il suffit de dire que ce plan-là, c'est-à-dire le plan ER-EZ, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, pour déterminer la direction de A, j'ai besoin d'un plan d'antisymétrie. Il a la même règle de symétrie que le champ électrique, je le répète. Donc, le vecteur ER-EZ, c'est un plan d'antisymétrie, celui-là. Donc, le champ va être, potentiel vecteur va être perpendiculaire à ce plan-là, il va être suivant Eθ. Bon, les invariances, c'est les mêmes, donc il ne dépendra que de R. Donc, comment appliquer, puisque j'ai besoin de calculer la circulation de A, donc je vais choisir un cercle. Et vous avez deux cas, le cercle à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, la circulation d'un vecteur A suivant D de L, suivant un cercle, ça vous donne A fois du PR. Il va vous rester à calculer le flux de B à travers la surface. Lorsque le point est à l'intérieur de solénoïde, je calcule le flux de B à travers le disque en bleu. Puisque B est constant, donc ce sera tout simplement B fois la surface.
Donc B fois pi r carré, puisque B il est constant. Et la circulation, ça vous donne A fois 2 pi r. Donc je remplace et je trouve bien sûr A égale 1 demi B fois R. Là où il faut faire attention, si R est supérieur à grand R, notez bien que le champ n'existe qu'à l'intérieur du solénoïde. Ici bien sûr B égale à 0. Donc la circulation suivant ce cercle, c'est toujours A fois 2 pi r, mais est égal au flux de B à travers quoi? À travers juste la surface du solénoïde, c'est-à-dire pi fois grand R au carré. D'accord? Pi fois grand R au carré. Et donc A, ça vous donne B fois R carré sur 2R. Bien, voilà. Bon, je termine par les relations de passage. Donc ça, ce sont des relations qui vous permettent de déterminer comment le champ traverse un dioptre, passer d'un milieu 1 à un milieu 2. D'accord? Donc je disais, les relations de passage vous permettent de savoir comment le champ passe d'un milieu 1 à un milieu 2. Ce sont des relations qui seront très importantes lorsque vous allez étudier l'électromagnétisme, en particulier le passage d'une onde électromagnétique entre deux dioptres. Ce sont la base des relations de base pour déterminer ce qu'on appelle le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Bon, pour l'électrostatique, vous avez vu que le composante normale du champ électrique il est discontinu lorsqu'il y a une densité de courant surfacique. Et bien sûr, c'est la composante cette fois-ci tangentielle de B qui est discontinue lorsque vous avez une densité de courant surfacique. Et c'est la composante tangentielle du champ électrique qui est continue. Et pour B, l'inverse, c'est la composante normale de B qui est continue. D'accord? Bon, je vous montre une application de ces règles de symétrie. Vous avez ici une nappe surfacique de courant, une densité de courant surfacique. Donc, normalement, la composante tangentielle de B sera discontinue. On va le montrer. Donc, je prends ici, voilà le milieu 1, voilà le milieu 2, voilà la normale dirigée de 2 vers 1. Vous calculez B1 moins B2. Bon, on a déjà calculé le champ magnétique dans le milieu 1. C'est mu0 J sur 2 suivant cet axe-là, suivant EY. Bon, je nettoie ici EY suivant ça. Moins, moins mu0 J surface qui suivant EY. Et ça vous donne B1 moins B2 est égal à mu0 J surface qui suivant EY. N1, 2, bien sûr, c'est moins EZ. C'est moins EZ. Vous calculez ça et vous retrouvez bien mu0 J surface X suivant EX et J surface X suivant EX, c'est bien J surface X. Donc on a bien montré que N21 vectoriel B1 moins B2 est égal à mu0 J surface X. Bon, ces relations peuvent être utilisées par exemple connaissant le champ dans le milieu 1, on peut déterminer le champ dans le milieu 2 si on connaît J surface X. Ou des fois on vous dit tout simplement vérifier si les relations de passage sont vérifiées ou pas. Et bien voilà un peu ce survol sur ce chapitre, à mon avis, extrêmement important pour le calcul de champ magnétique. Je termine par un tableau qui va résumer un peu l'ensemble des propriétés que nous avons vues en électrostatique et en magnétostatique. Donc un champ électrique qui dit statique, électrostatique, magnétostatique, ça suppose qu'on parle des charges statiques en électrostatique et des courants permanents en magnétostatique. L'unité de champ électrique, bien sûr, c'est le volt par mètre. L'unité de champ magnétique, c'est le Tesla. Champ électrique dérive d'un potentiel scalaire. Le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Les forces en électrostatique, la force exercée sur une charge fixe, c'est Q fois le champ. La force qui s'exerce sur une charge en mouvement, c'est Q V vectoriel B lorsqu'elle est placée dans un champ magnétique B. Les équations locales de l'électrostatique, c'est le théorème de Gauss, forme locale, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. La circulation de E suivant un contour fermé égale à 0, ou bien le champ dérive d'un potentiel scalaire, autrement dit son rotationnel est nul. L'inverse, divergence de B égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge magnétique, autrement dit le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée égale à 0. Et là, c'est le théorème d'Ampère, se forme locale, rotationnel de B égale à mu0 J, ou bien la circulation de B égale à mu0, somme du courant intérieur.
Le stockage d'énergie en électrostatique, en électricité, c'est le condensateur qui stocke l'énergie électrique. En magnétisme, c'est l'inductance qui stocke l'énergie magnétique. L'expression de la densité d'énergie électrique, énergie par unité de volume, c'est epsilon0 au carré sur 2. Vous voyez bien que la densité d'énergie magnétique, je remplace epsilon0 par 1 sur mu0 et le champ électrique par le champ magnétique. On parle de résistance dans le cas de l'électricité qui est 1 sur sigma fois L sur S. Son équivalent, c'est la réluctance qui est 1 sur mu fois L sur S. Et enfin, un élément fondamental en électricité, c'est le dipôle électrique qui est par définition la charge fois le déplacement. Son équivalent, bien sûr, c'est le dipôle magnétique qui est le courant fois la surface entourée par le courant. Donc j'espère que cette vidéo vous a rendu un peu service à mieux comprendre le théorème d'Ampère et le calcul du champ magnétique. Si vous la trouvez intéressante, donc partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne. Bientôt vous aurez d'autres vidéos et à très bientôt.